On revient sur les rapports des experts des Nations Unies sur les prétendus soutiens aux terroristes, aux rebelles du M23. Nous analysons ces thématiques avec Eric Moutachi. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, on a vu les rapports des experts des Nations Unies montrant le soutien avéré du Rwanda au groupe rebelle M23. Mais la question curieuse, est celle de savoir pourquoi la communauté internationale tarde à réagir. C'est quoi cette léthargie? Donc, merci encore une fois pour la question. Je crois que c'est les derniers rapports qui datent du 27 décembre 2004, par une lettre adressée au Conseil de sécurité par les experts sur la République démocratique du Congo, était un énième rapport qui met à nu l'agression rwandaise dans la partie est de notre pays. Aujourd'hui, ces rapports est un atout, est un levier de plus pour le gouvernement pour continuer sa campagne, pour sensibiliser la communauté internationale. Comme vous le savez, les Rwandais a su berner la communauté internationale pendant 30 ans. Les logiciels rwandais a su mettre sur pied un discours selon lequel, à l'est de la RDC, la communauté Tutsi était menacée. Les Rwandais a su mettre en évidence un discours selon lequel les FDLR étaient une source d'insécurité pour le Rwanda. Et pendant 30 ans, les Rwandais a réussi à berner la communauté internationale. Or, aujourd'hui, avec ces rapports, petit à petit, la communauté internationale est en train de changer de langage. Ce n'est pas facile pour changer les logiciels de la communauté internationale. Il faut un temps, il faut des mécanismes, il faut des stratagèmes pour arriver à élaborer un discours pour contrecarrer justement les discours rwandais. Alors, oui, c'est bien de parler de ce discours, mais vous ne voyez pas que le Rwanda a un lobby très fourni, très fort au niveau de la communauté internationale, sachant que le Rwanda vit aussi grâce à la commisération internationale. Il voit que c'est comme Israël qui a des lobbies. C'est pour aussi le Rwanda. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est juste de simples rapports qui ne vont absolument rien apporter? Effectivement, nous sommes tous d'accord pour dire que chaque État doit avoir des lobbies auprès des puissances pour faire passer les messages. Et les Rwandais, effectivement, des lobbies. Mais chez nous, effectivement, nous avons péché par ce manque de lobbies. Ce n'est pas les lobbies, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut les constituer. Il y a tout un processus. Donc aujourd'hui, nous avons pris conscience. Aujourd'hui, quand vous voyez au Conseil de sécurité, l'ambassadrice des États-Unis arrive à condamner l'attitude des autres membres du Conseil de sécurité pour dire que les États-Unis regrettent pourquoi on n'a pas cité nommément les Rwandais dans la dernière résolution du Conseil de sécurité. C'est un pas. C'est-à-dire qu'il y a des lobbies. Quand aujourd'hui les États-Unis disent à haute voix qu'à l'est de la RDC, les Rwandais a 3000 ou 4000 RDF, éléments RDF, donc sur le territoire. Donc il y a des lobbies. Quand aujourd'hui les États-Unis disent à haute voix qu'il y a les coltans congolais qui quittent Rubaya, la grande mine dans la région des Grands Lacs, en coltan, qui quittent Rubaya vers le Rwanda, et pour arriver sur le marché international. Donc, ça montre qu'il y a un travail qui est fait. Mais aujourd'hui, moi, je viens pour interpeller notre gouvernement. Les rapports du 27 décembre qui a été adressé à la présidente du Conseil de sécurité, c'est un levier de plus pour pousser le gouvernement, pour encourager le gouvernement d'appuyer sur l'accélérateur. Aujourd'hui, moi, je me dis, le gouvernement pouvait même constituer des délégations spéciales dans chaque pays, dans chaque État membre permanent du Conseil de sécurité. Expliquer, sensibiliser l'opinion. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne vois rien. Ce n'est pas par un simple communiqué du ministre, de notre ministre donc des Affaires étrangères qu'on peut arriver à sensibiliser. Non, sur base
de ces rapports, le gouvernement peut mener un lobbying. Comment faire un lobbying? C'est avec des délégations dans chaque État des pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, à les sensibiliser par les médias, par des conférences débats, par des conférences de presse, voir les députés, voir les parlementaires. C'est comme ça qu'on peut arriver. Donc je regrette beaucoup, juste un simple communiqué qui prend acte et qui dénonce, et le gouvernement c'était. Alors, ça je condamne. Est-ce que peut-on continuer à faire constamment confiance au rapport? Parce que tantôt là vous avez dit énième rapport, c'est qu'il y en a autant, mais sur terrain la situation n'a toujours pas changé. Effectivement, cette guerre, je vous dis sincèrement, cette guerre, ni n'était l'appui de la communauté internationale, le Rwanda n'allait jamais avoir ce courage de mener à chaque fois. Ça c'est une agression. Donc il faut la mener sur plusieurs fronts. Et je suis tout à fait d'accord avec l'approche du gouvernement. Quelle approche? Cette approche qui consiste à articuler. C'est-à-dire, vous avez, premier axe, l'axe diplomatique. Qui est jusque-là encore défaillant, ça n'arrive toujours pas à porter ses fruits, l'axe diplomatique. Effectivement, ça prendra le temps. Pourquoi? Parce que c'est un processus. De ce côté-là, depuis très longtemps, il y a eu une certaine léthargie. Mais ici, j'insiste sur le lobbying que notre gouvernement, surtout avec ces derniers rapports, on doit se baser. Vous avez l'axe militaire. Ici, il s'agit, donc, on appelle le gouvernement à prendre tous ces engagements. Et puis, il y a l'axe médiatique, et puis il y a l'axe judiciaire. Je suis d'accord avec ça. Il appartient au gouvernement. Si nous réussissons à faire passer notre message au niveau de la communauté internationale, bon, comme vous le savez, la communauté internationale, c'est une nébuleuse. Mais ici, je cible les 5 pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité. Et aujourd'hui, ça bouge aux États-Unis. La France titube encore. Le Royaume-Uni, pour la première fois, qui est un soutien traditionnel du Rwanda, a demandé officiellement, publiquement, à Kagame de retirer ses troupes qui se trouvent en RDC. Pour la première fois. Donc ça bouge. Ce n'est pas un soutien hypocrite, surtout de la part de la Grande-Bretagne. L'hypocrisie existe, mais dès lors que publiquement, vous avez un soutien, mais qui vous dit publiquement retirez vos troupes, c'est un aveu. Donc, c'est un processus qui montre que le Rwanda est en train petit à petit d'être lâché. Et ça, c'est la Grande-Bretagne, qui est le soutien traditionnel du Rwanda. Et c'est la Grande-Bretagne qui a convaincu les États-Unis pour faire une coalition au soutien de Kagame. Mais aujourd'hui, la Grande-Bretagne commence à le dire publiquement, c'est-à-dire la Grande-Bretagne se trouve dans une position inconfortable sur le plan international, vu la situation humanitaire, vu le viol, les massacres, les bombardements des camps de déplacés. Ça commence comment dirais-je, ça commence à inquiéter même les soutiens traditionnels du Rwanda. Donc, moi j'estime, avec les nouveaux rapports qui est en notre main, le gouvernement doit déployer absolument un lobbying impressionnant dans les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, de façon à les sensibiliser, parce que ces gouvernements sont vraiment sensibles à leur opinion. Que faire? Il suffit d'outiller notre discours, d'amener les gens qui savent parler dans tous ces États, faire des conférences, débats, des conférences dans les universités, sensibiliser l'opinion pour que leur opinion puisse faire pression à leur gouvernement. Et ça ira. Mais dès lors qu'on se limite juste à publier un communiqué au niveau des affaires étrangères, ça, je condamne cette attitude. Et je condamne fermement. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver à renverser la situation sur le plan international à notre faveur. Est-ce que sur le plan international, tel que vous aviez dit tantôt là, est-ce qu'on pourra aussi renverser la tendance sur terrain avec des rapports des experts des Nations Unies tel qu'il se passe là? Alors qu'on devra certainement nous outiller en interne. En interne, c'est ce que ils ont dit, que ce soit par les États-Unis, que ce soit par d'autres acteurs internationaux, revenir au niveau soit de l'accord de Nairobi ou de l'accord de Luanda. Moi, j'estime à ce point de vue, le gouvernement congolais a une approche que j'approuve. Le gouvernement congolais
a été clair et net à ce point de vue. Et même moi, pour dire qu'il n'y a pas de négociation directe avec les M23, parce que les M23, c'est Kagame. D'ailleurs, dans le rapport du 27 décembre, ces experts ont démontré la hiérarchie au niveau des groupes armés vis-à-vis de Kigali. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Nanga, qui est le leader de l'Alliance Fleuve Congo, reçoit les ordres de Makenga. Et Makenga, à son tour, reçoit des ordres de Kigali. Vous comprenez? Ce sont les experts qui ont démontré dans leur rapport. Donc vous comprenez que le gouvernement n'a pas, et a l'obligation de dire, ne peut pas donner l'occasion ni au M23, ni à l'FC d'être autour d'une table. Mais néanmoins, dans le cadre interne, le gouvernement a proposé les processus de Nairobi, qui regroupe tous les groupes armés, y compris les prétendus M23 et AFC, de façon à les désarmer. Et dans ces processus, le gouvernement a levé l'option qu'il n'y aura ni brassage, ni mixage, qui sont la cause aujourd'hui. J'ai suivi hier le ministre Nzangi, qui est natif de l'Est, dans son analyse. Il dit, mais depuis très longtemps, que veut Kagame? Il veut qu'on lui laisse deux couloirs. Vous avez le couloir sécuritaire, c'est-à-dire dans ces couloirs-là, à l'est de la RDC, on ne peut pas nommer un officier de FARDC sans le consentement de Kagame. De façon qu'il laisse ses officiers à l'est, et ces officiers qui sont à l'est lui facilitent de faire son commerce illégal des minéraux vers le Rwanda. C'est ça le couloir économique. Il a dit bien, et je pousse ces analyses-là. Et voilà ce que veut donc, le Rwanda. En faisant pression. Aujourd'hui, cette guerre qui se passe à l'Est, c'est une pression que Kagame exerce pour amener le gouvernement à négocier avec les M23. Le jour où le gouvernement va dire « je suis prêt à négocier avec les M23 », cette guerre va cesser. Alors maintenant, vous ne voyez pas que l'approche de Vital Kamerhe lorsqu'il était sorti de la prison, il a fait le tour. Pour Vital Kamerhe, il avait dit il faut qu'il y ait un dialogue. RDC, Ouganda, Rwanda et l'M23 dans l'œil du cyclone. Vous ne voyez pas que nous sommes allés, nous partons vers cette solution proposée par Vital Kamerhe. Quand bien même aujourd'hui on peut refuser, mais nous allons dans ce sens-là. Monsieur Joël, c'est une question pertinente, mais je dois vous dire d'emblée qu'aujourd'hui, s'il faut négocier les véritables piliers ou les véritables partenaires avec lesquels la RDC doit négocier, c'est le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda aussi vous dit, je ne vais pas négocier, c'est un problème congolo-congolais. Non, parce qu'ils savent qu'en négociant, en négociant avec la RDC, et une fois négocié avec la RDC, le Rwanda sera content de retirer ses troupes, les M23 et la FCC vont rester comme des cartons vides. Et ils vont s'écrouler comme des cartons vides. Alors pourquoi ne pas aujourd'hui accepter cette approche? Prendre le Rwanda et les M23, vous les mettez, et puis négocier. L'approche du gouvernement, c'est négocier soit avec le Rwanda, pas avec la FC. Monsieur le journaliste, le gouvernement congolais a négocié combien de fois avec les parents rwandais? Nous avons connu Kunda Batwari, non? Nous avons connu les RCD Goma. À chaque fois que ces gens viennent, il y aura toujours une aile qui va se dissocier. On négocie, oh non, on n'est pas d'accord avec ces négociations. L'aile là est en réserve. 2 ans, 3 ans, l'aile va encore rebondir pour revenir. Ici, nous voulons mettre définitivement fin à cette situation. Ça fait 30 ans que cette situation dure. Pourquoi? Parce qu'on a très mal négocié. On croyait ici, avec Joseph Kabila, qu'on a mis fin. Non, c'était juste des négociations des pacotiles. Aujourd'hui, ils sont revenus. Oui, mais ces négociations, quand même, ça a porté. On a vu, ils étaient partis, ces gens, ils sont partis, et puis ils sont revenus. Et ces gens-là, quand ils sont revenus, ils parlent d'un deal politique. Non, mais maintenant, qui les a armés? Qui les a armés? Ce sont les mêmes pays. Donc ici, nous faisons de surplace. Nous avons très mal négocié. On a élaboré une très mauvaise approche pendant 30 ans avec ces gens-là. Aujourd'hui,
nous devons à tout prix, même la communauté internationale, faire pression aujourd'hui pour que les Alors, Rwandais c'est quoi la retirent ces bonne troupes. négociation? La bonne Ah, non, négociation, pour moi, connaissant bien la situation de l'Est, maîtrisant bien tous les paramètres, il faut négocier avec les Rwandais. Mais le Poser les Rwanda aussi problèmes. vous pose ses préalables. Si vous voulez négocier, négociez d'abord avec vos rebelles qui sont là. Ils vont rejoindre. Aujourd'hui, ce n'est plus encore la RDC qui bloque. Ils commencent même à dire non, les médiateurs. C'est tout aussi un problème. Mais tout vous avez ça, suivi Kagame. c'est du dilatoire pour que... Voilà. pour, vous devez suivre. C'est tout ça pour amener les médiateurs à jeter l'éponge. À dire que non, voilà, dans cette condition. Or, les médiateurs ont le soutien et de l'Union africaine et de l'ONU. Jusque-là, les médiateurs jouent bien ce rôle. Jusqu'aujourd'hui, les Rwandais aujourd'hui est isolé. Alors, donc, maintenant, il est question pour le gouvernement congolais de faire pression à la communauté internationale, de faire comprendre que l'unique voie, c'est le processus de Luanda, qui a été adoubé et par l'Union africaine et par les Nations Unies. Maintenant, Et tous les partenaires le traditionnels. processus de Luanda, la RDC aussi a remis en cause les médiateurs qui étaient là, l'ancien président Kenya. Mais vous ne voyez pas que nous sommes dans un cercle vicieux. La RDC a remis en cause les médiateurs dans les processus de Nairobi. Le Rwanda remet en cause les médiateurs dans les processus de Luanda. Non. Ici, on est bloqué. Un petit correctif. La RDC n'a jamais mis en cause donc les médiateurs des processus de Nairobi. La RDC a mis en cause les nouveaux présidents kenyans. Ruto, qui était proche du Rwanda, qui apparemment devait jouer un rôle de neutralité. Pourquoi? Parce que son pays, par l'entremise de Uhuru, se trouve être médiateur entre les groupes armés soutenus par le Rwanda et certains groupes armés qui pilulent à l'est de la RDC. Mais prendre fait et cause pour le Rwanda, sachant que votre pays joue un rôle de médiation, là, le président actuel du Kenya a biaisé. C'est ainsi que la RDC a dénoncé. Mais la RDC n'a jamais mis en cause les médiateurs Uhuru Kenyatta. Pour preuve, la dernière rencontre où Kagame était absent, les médiateurs du processus, plutôt Joao Lorenzo a reçu les médiateurs du processus de Nairobi pour dire que ces processus continuent. Donc ici, il est question plutôt de faire pression, de sensibiliser la communauté internationale. Kagame reviendra à la table de négociation. Pourquoi? Aujourd'hui, il est affaibli diplomatiquement. Kagame. Aujourd'hui, même sur le plan africain, même sur le plan d'abord sous-régional, regardez bien, avant, sous Kabila, les Rwandais et Ougandais étaient solidaires de Kagame. La Tanzanie était solidaire de Kagame. Les Burundi étaient solidaires de Kagame. Sur le plan d'abord sous-régional, Kagame est isolé. Aujourd'hui, les Burundi n'approuvent plus la méthode de Kagame. La Tanzanie n'approuve plus. L'Ouganda est sous la balance. L'Ouganda, pour la première fois, a mis aux arrêts certains recruteurs de Kagame qui venaient faire les opérations dans les cas de déplacés. Ils sont aux arrêts. En Ouganda. En Ouganda. C'est-à-dire la position de l'Ouganda est sous la balance. Donc, sur le plan d'abord régional, Kagame est isolé. Sur le plan régional, les derniers communiqués de Joao Lorenzo condamnant la violation du cessez-le-feu l'a dit. Nous condamnons cette manière irresponsable de M23 soutenu par le Rwanda de violer le cessez-le-feu. L'Angola l'a dit. L'Angola l'a dit. Une violation irresponsable, ce comportement irresponsable. Sur le plan national, ça dit beaucoup. Et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, le processus de Luanda a le soutien 100% de l'Union africaine. Au niveau international, n'en parlons pas. Aujourd'hui, maintenant, les partenaires traditionnels du Rwanda crient maintenant publiquement. Quand la Grande-Bretagne crie pour la première fois, le Rwanda doit retirer ses troupes. Mais ça dit beaucoup sur le plan international. Et aujourd'hui, même le langage a changé. C'est devenu les M23 soutenus par le Rwanda. Mais avant, c'était les M23, donc un groupe armé. Donc là, il y a une diplomatie agissante. C'est une diplomatie agissante? Agissante,
ce sont des adjectifs. Moi, j'ai dit, la diplomatie est en train d'être mise en branle. La diplomatie, c'est un processus. Ça prend du temps, comme je l'ai dit. Le Rwanda a su construire un discours pendant 30 ans. Est-ce que c'est dans 2 ans, 3 ans qu'on peut arriver à changer les logiciels de la communauté internationale? Non. C'est un processus. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais pourvu que les efforts s'accentuent. Et ici, je demande au gouvernement, nanti de ces rapports du 27 décembre, le gouvernement doit déployer dans tous les 5 États membres du Conseil de sécurité une campagne intense de sensibilisation de l'opinion. Aujourd'hui, nous avons plus de 1 million de déplacés internes qui sont dans les camps. Et aujourd'hui, ces camps sont victimes de bombardements de la part de l'armée rwandaise. Ce sont des crimes de guerre. Ce sont des crimes contre l'humanité. Il y a des viols qui sont perpétrés à l'Est. Donc voilà les leviers sous lesquels, voilà les armes sous lesquelles notre gouvernement aujourd'hui, nanti avec ce nouveau rapport, le gouvernement ne doit pas... Ça, j'interpelle notre ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas par un simple communiqué qu'on peut arriver à sensibiliser. Non. Notre ministre des Affaires étrangères doit maintenant élaborer une stratégie sur base du nouveau rapport. Sensibiliser l'opinion nationale dans les États qui sont membres permanents du Conseil de sécurité. C'est à ce titre que nous pouvons arriver définitivement à rendre crédible le processus de Luanda, faire revenir Kagame à la table de négociation pour la signature et passer à l'étape suivante et voir enfin, une fois que les troupes rwandaises quittent la RDC, les 2 mouvements, les prétendus mouvements vont tomber comme des châteaux de cartes. Parce que ces mouvements sont soutenus par le... Ce qui se passe au fond, c'est comme ces gens David. Je vais vous le dire. Aujourd'hui, ce qui se passe au fond, c'est que c'est l'armée rwandaise qui est au fond. Une fois cette armée a conquis un territoire, elle se retire et elle met les paravents, les jeunes garçons qu'on ramasse à Beni, à Butembo, comme soi-disant rebelles. Mais ce sont eux qui combattent. Voilà la réalité. Alors, une fois que ces éléments quittent la RDC, il n'y aura plus de rébellion. Ça, je vous jure. Maintenant, on doit faire pression. Aujourd'hui, la communauté nationale bouge. Quand on vous dit aujourd'hui, on met noir sur blanc, que le coltan de Rubaya, la plus grande mine des Grands Lacs, des pays des Grands Lacs, où il y a une administration parallèle qui favorise les transports, les commerces et l'approvisionnement. Ce coltan quitte Rubaya vers Kigali. Et ce coltan est mélangé avec le coltan de Kigali. C'est cité dans le rapport. Et ce coltan maintenant est vendu en Europe. Et aujourd'hui, il y a une action en justice contre Apple. Apple. Qu'est-ce que... Dans la dernière sommation que la RDC a adressée à Apple, Apple a réagi pour dire que non. Apple a déjà dit à ses fournisseurs de contrôler le coltan. D'essayer de faire la traçabilité des coltans. Et surtout, les coltans qui viennent de l'Est de la RDC. De l'écarter pour être approvisionnés. Oui, mais aujourd'hui, on vous dit que ce coltan de la RDC est mélangé. Ça, c'est le rapport qui le dit, le dernier rapport. Le rapport des Nations Unies. Oui, est mélangé à celui du Rwanda et écoulé sur le marché. Aujourd'hui, Apple est coincé. Voilà encore un atout au niveau des actions judiciaires que nous allons utiliser. Et qui va amener Apple. Si Apple n'est pas souple, cette entreprise risque d'être condamnée à des dommages et intérêts incommensurables. Donc c'est un apport. Donc ces rapports, les derniers rapports, monsieur le journaliste, c'est un grand apport qui va solidifier l'approche judiciaire, qui va solidifier l'approche, comment dirais-je, diplomatique, qui va solidifier l'approche militaire et ainsi que médiatique, à une seule condition, si le gouvernement l'utilise à bon escient et intelligemment. Intelligemment, c'est que
là, ça incombe la responsabilité de la ministre des Affaires étrangères. Effectivement, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, c'est tous les deux là. Ils doivent utiliser ces rapports comme un grand atout. Et surtout notre ministre des Affaires étrangères. De ce côté-là, je ne suis pas d'accord avec lui. La façon de mobiliser la communauté nationale, ce ne sont pas des simples communiqués, non. Une diplomatie agissante consiste par la sensibilisation active, surtout les 5 pays membres des Nations Unies. On ne doit pas les laisser tranquilles. Et il faut mettre le moyen, parce qu'une diplomatie sans moyen, ça ne vaut pas la peine. Donc il est urgent pour notre ministre. Que par rapport à ces rapports, on risque de se mettre en position des victimes. On va commencer à se victimiser au lieu d'agir. C'est comme un petit enfant qui est en train de pleurnicher, alors qu'on doit se réveiller comme une grande nation et puis montrer de quoi nous sommes capables. D'abord, nous sommes réellement une victime, parce que nous sommes victimes d'une agression rwandaise. Moi, j'adopte cette approche. D'abord, nous sommes victimes. Maintenant, sur le plan militaire, on ne doit pas se laisser faire. C'est ainsi que j'ai dit. Aujourd'hui, nous saluons certaines avancées. Donc, il appartient au président de la République, qui est le chef suprême des armées et de la police, d'entrevoir d'autres mécanismes pour renforcer notre armée. Mais sur ce plan-là, nous voyons ci et là certaines avancées. Mais nous devons plus mettre l'accent sur le plan diplomatique. Parce que je vous dis, sans soutien diplomatique, le Rwanda ne peut pas faire ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour ces belles analyses de l'expert Eric Moutachi Mbaya, pour ces analyses sur le dernier rapport, les rapports du 27 décembre 2024 sur la rébellion du M23. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Uchokum. À très bientôt.